Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Ce lundi 16 juin 2025, au Togo, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a publié un communiqué suspendant pour un délai de 3 mois les médias français, France 24 et RFI, Radio France Internationale. Les deux médias ont été suspendus parce que selon le communiqué en question, ils ont diffusé des informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et aux institutions de la République. Et donc, cette mesure de suspension a été prise pour cela. Quand on y voit un peu plus clair, on essaie de comprendre les motivations des autorités togolaises. Et on constate effectivement que cette suspension est liée aux derniers événements qui ont secoué le Togo. Vous savez, ces derniers temps, on parle des manifestations, quelquefois violentes, ce qui est inédit dans ce pays où les manifestations sont de plus ou moins interdites, souvent interdites. Et donc, ces derniers temps, il y a des gens qui osent, qui descendent dans les rues. Ce sont des manifestations que l'on a vues et qui ont d'ailleurs été sévèrement réprimées par la police. Ils veulent la fin de la dictature, ils veulent que le régime prenne conscience du fait que les Togolais souffrent parce que la misère a extrêmement grandi au Togo. Ils se plaignent également du fait que le gouvernement augmente les frais d'électricité, augmente les impôts. Les conditions de vie sont très atroces et très pénibles pour les populations. Et à chaque fois qu'une voix s'élève, le régime envoie des gens les arrêter. C'est une fronde populaire qui n'est pas dirigée par les partis politiques. Et c'est ce qui fait peur au régime parce que c'est souvent plus facile pour eux d'appeler quelques-uns pour négocier quand ils savent qui sont vraiment leurs adversaires. Et pourquoi justement la mesure de suspension des médias français est liée à ces événements-là? C'est que les médias français, comme d'autres médias d'ailleurs, ont cru bon faire leur travail et rapporter fidèlement ce qui se passe dans le pays, ce qui n'a pas été du goût des autorités togolaises. Vous savez, ces manifestations sont organisées surtout par la jeunesse pour réclamer l'avènement de la démocratie au pays, mais également pour appeler à des mesures concrètes parce que la vie est très chère, donc à la vie très dure, la cherté de la vie. Et tout cela justement avec la dernière modification constitutionnelle. On a commencé à voir en 2024 lorsque il y a eu cette volonté rendue publique de faire cette réforme constitutionnelle, les gens ont commencé à protester et à vouloir manifester dans les rues, les manifestations qui ont été interdites par le pouvoir. Et c'est là justement le nœud du problème. C'est la volonté du président Fauré et Adema de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Parce que vous savez, la nouvelle constitution autorise le président Faure Gnassingbé de rester au pouvoir sans limitation de mandat. La dernière réforme constitutionnelle, en fait, on fait des élections parlementaires, le Parlement nomme un président de la République dont le pouvoir ont été substantiellement vidés, et puis le parti qui est arrivé vainqueur des élections désigne un président du Conseil, ça veut dire le chef du gouvernement ou du moins le premier ministre, mais là ils ont choisi euh, de l'appeler président du Conseil. Et c'est le président du Conseil
qui dispose de l'essentiel des pouvoirs de l'exécutif. Et bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, c'est lui qui était président jusqu'au cours de ces 20 dernières années. Faure Gnassingbé, qui était président de la République, et maintenant il est devenu président du Conseil. Ça veut dire c'est lui qui dirige le pays d'une main de fer, comme il l'a fait pendant toutes ces 20 dernières années. Et c'est cela justement qui n'est pas du goût de l'opposition togolaise. Parce que les Togolais attendaient en fait que Faure Gnassingbé termine ses mandats en 2025, qu'il quitte le pouvoir et qu'il y ait une élection de notre président. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le pays est dirigé par une même famille depuis 1967. Ça fait long. Gnassingbé père a dirigé le pays pendant 38 ans. Et maintenant, Faure Gnassingbé, son fils, vient de diriger le pays pendant 20 ans. Et maintenant, il veut briguer d'autres mandats, maintenant en tant que président du Conseil. Et là, il n'y a pas de limitation de mandat. C'est là justement qui met en colère les Togolais. Pas tous les Togolais, bien sûr, parce que le pouvoir a également des partisans, mais la majorité des Togolais ont soif du changement. Aujourd'hui, il y a un putsch, un coup d'État constitutionnel qui est en train de se dérouler encore impunément au Togo. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas accepter. Je me souviens déjà qu'en 2005, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, c'était par un coup d'État. Et pendant 20 ans, il a conservé le pouvoir par des élections frauduleuses, par la manipulation de la Constitution et par la répression. Et là, justement, c'est des manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, qu'on a observées, qui ont été réprimées par le pouvoir, par la police et par l'armée. Et maintenant, les médias qui ont osé rapporter les faits tels qu'ils sont ont été suspendus. Évidemment, c'est pour 3 mois, mais peut-être que les 3 mois seront prolongés ou peut-être les médias en question vont se mettre aux ordres. Et là, justement, ça compromet sérieusement le travail journalistique à Lomé ou ailleurs dans le pays. Mais ce qui est étonnant, justement, avec ce qui se passe au Togo, que ce soit la répression des manifestations, que ce soit cette réforme constitutionnelle contestée, donc cette volonté du président Faure Eyadema de se maintenir indéfiniment au pouvoir, c'est que tout cela s'est passé dans le silence coupable de la communauté régionale, africaine et internationale. Quand je parle de la communauté régionale, évidemment, je pense à leur organisation qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a vu dernièrement engagée à la défense de l'ordre constitutionnel dans cette région. Vous savez, c'est la CEDEAO qui a pris des sanctions contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger, lorsqu'il y a eu des coups d'État dans ces pays. Les trois pays d'ailleurs, qui forment maintenant l'Alliance des États du Sahel, ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO pour cela. Même si maintenant on parle d'apaisement, maintenant il y a un dialogue qui s'est engagé entre les deux organisations. Mais on se demande pourquoi la CEDEAO, qui s'est empressée de prendre des sanctions contre les trois pays, n'a pas fait de même, n'a pas bougé son petit doigt quand il y a eu cette réforme constitutionnelle douteuse
pour des intérêts personnels du président Faure Gnassingbé, on se demande pourquoi la CEDEAO n'a pas réagi. C'est quand même un problème. Si on veut défendre l'ordre constitutionnel, s'il y a des coups d'État militaires, sauf que je ne défends pas, évidemment, je ne défends pas des coups d'État militaires, mais s'il y a également des coups d'État institutionnels, comme les Togolais l'appellent d'ailleurs, cette réforme constitutionnelle, s'il y a des coups d'État institutionnels contre les institutions de l'État, il faudrait aussi que cette communauté ose réagir et dire ce qu'elle pense de celui qui est au pouvoir dans le pays. Cela ne s'est pas fait. Bien au contraire, Faure Gnassingbé a été désigné l'année dernière comme celui qui devait jouer de médiateur entre les pays de la CEDEAO et les trois pays du Sahel. Et maintenant aussi, maintenant, moi je vais parler de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas condamné ce qui se passe au Togo. Bien au contraire, l'Union africaine vient de désigner Faure Gnassingbé comme médiateur dans la crise congolaise. Ça veut dire ce qui était appelé jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, le processus de Luanda, pour essayer de mettre autour d'une même table de négociation le président, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous savez que le Rwanda est accusé de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a un processus de Rwanda qui était présidé par le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo. Maintenant, il a été remplacé par Faure Gnassingbé. Donc, Faure Gnassingbé, ça veut dire le président, le désormais président du Conseil au Togo, est autorisé à faire finalement ce qu'il veut. Et là, justement, c'est un problème. Je disais que en 2005, quand son père est décédé, dans aucun pays au monde, aucun texte constitutionnel dans un régime républicain ne stipule que quand le chef de l'État décède, il est remplacé par son fils. Jamais. Mais là, en 2005, quand le président Gnassingbé Eyadema est décédé, le clan s'est arrangé pour faire en sorte que ce soit son fils qui lui succède. Donc là, en 2005, c'est ce que disent les Togolais eux-mêmes, ce qui s'est passé en 2005 avec l'arrivée au pouvoir du fils de Gnassingbé Eyadema, c'était déjà un coup d'État. C'est par un coup d'État que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005. Et il s'est fait réélire depuis par des élections qualifiées de truquées par l'opposition togolaise. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations chaque fois qui voulaient contester les élections, mais chaque fois interdites ou réprimées. Et donc voilà maintenant le fils d'Ognassingbé Eyadema, qui est au pouvoir depuis 20 ans, qui dirige le pays d'une façon dictatoriale, qui réprime les manifestations, qui bafoue les droits de l'homme au su et au vu de tout le monde. Et maintenant, il vient de faire un deuxième coup d'État pour rester indéfiniment au pouvoir et personne ne bouge. Ni sur le plan régional, ni sur le plan continental, évidemment, ni sur le plan international. Et là, justement, c'est ce qu'il faudrait dénoncer. Au lieu de cela, on le voit nommé comme médiateur dans différentes crises, en Afrique surtout. J'ai parlé de la crise entre la CEDEAO et les trois États de l'AES, mais il y a également la médiation entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Faure Gnassingbé, aux yeux de beaucoup, qui est normalement très peu recommandable de par son CV, et adulé par le reste des chefs d'État africains. C'est surprenant. C'est surprenant, mais euh, même pas surprenant d'ailleurs. Les gens s'en offusquent, mais c'est pas surprenant. Parce que d'aucuns
en parlant de l'Union africaine, par exemple, parle d'un club de dictateurs. Puisque l'Union africaine peine jusqu'à présent à défendre les institutions. L'Union africaine défend jusqu'à ce jour les intérêts des plus forts. Ça veut dire des présidents ou des chefs d'État, disons comme cela, qui organisent des élections truquées, mais que les observateurs de l'Union africaine qualifient de libres et transparentes, des présidents qui bafouent des droits de l'homme, qui n'ont que faire des principes démocratiques, mais tous ces chefs d'État-là trouvent grâce aux yeux de leurs pairs africains. Et c'est pour cela justement que pour l'instant, très peu de gens critiquent, beaucoup de gens critiquent l'Union africaine en tant qu'organisation qui n'arrive pas à mettre de l'ordre sur le continent, à imposer une gouvernance constitutionnelle ou démocratique dans les pays membres. C'est ce qui est inquiétant. Et donc, voilà Faure Gnassingbé qui est maintenant président du Conseil pour une durée indéterminée, puisque chaque fois qu'il y aura des élections parlementaires, législatives au Togo, son parti va arriver au pouvoir et continuera de le désigner comme président du Conseil jusqu'à ce qu'il décide peut-être de quitter lui-même le pouvoir. Mais là, justement, comme il est encore jeune, c'est pas demain la veille. Et justement, c'est un peu inquiétant. Et puisqu'on parlait du Togo maintenant, on disait que la CEDEAO elle a désigné Faure Gnassingbé comme médiateur, lui et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, ces deux médiateurs entre la CEDEAO et les États du Sahel. Et maintenant, les deux organisations sont engagées dans un dialogue qui se veut franc, fraternel et constructif. On espère que ça va arriver à de bons résultats. Mais ce que je voulais dire maintenant, c'est que le Togo, maintenant, de Faure Gnassingbé, est très proche, plus proche des États du Sahel que du reste des pays de la CEDEAO. Ce qui est quand même aussi un peu extraordinaire. Parce que la CEDEAO a pris des sanctions contre les trois États du Sahel. Et Faure Gnassingbé faisait partie des chefs d'État justement qui prenaient de telles sanctions. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, euh, le Togo montre des signes que, en réalité, ce pays est très proche de l'Alliance des États du Sahel. Et d'ailleurs, j'ai suivi dernièrement le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui affirmait que si on demandait aux Togolais ce qu'ils pensaient réellement, la majorité pencherait vers l'Alliance des États du Sahel. Et peut-être demain, si les États du Sahel décident d'ouvrir les portes et de permettre aux autres pays d'adhérer à l'organisation, peut-être que le Togo sera le premier pays à adhérer à l'AES. Et ça, on le verra, on ne sait pas encore. Mais dernièrement, signe justement que l'Alliance des États du Sahel est très proche du Togo. Le Togo a décidé de permettre aux trois pays enclavés d'accéder à la mer. Et maintenant, de façon très officielle, les trois pays du Sahel utilisent le port de Lomé au Togo pour pouvoir accéder à la mer. C'est positif. Ne croyez pas que c'est une critique, c'est bien que les trois pays du Sahel puissent accéder à la mer, ce qui va faciliter évidemment les échanges. Avant que vous nous parliez d'AES, nous, c'est le pays de l'Interland, ceux qui n'ont pas de façade maritime et
depuis la création de ce port, le Togo s'est positionné comme leur bras droit, leur bras de mer. Mais là, justement, même si les deux organisations sont engagées dans un dialogue franc et constructif, le fait que le Togo, avant l'arrivée à terme des négociations en cours, le fait que le Togo permette de- d'ouvrir ses portes, de permettre aux autres pays d'accéder à la mer, cela va à l'encontre des sanctions qui n'ont pas encore été levées. Ce qui interroge bien sûr, puisqu'il y a des sanctions, normalement, qui ont été prises contre les trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Togo devrait respecter les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et attendre la fin des négociations. Mais maintenant, officiellement, le Togo a décidé unilatéralement de permettre l'accès à la mer aux trois États du Sahel. Ce qui veut dire, en réalité, que la CEDEAO ne sait plus sur quel pied danser. Les sanctions qui ont été décidées de façon conjointe, unanime, est en train d'être abandonnées, sont en train d'être abandonnées par l'un des membres clés de cette organisation et la commission de la CEDEAO ne bronchait pas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que la CEDEAO a perdu des plumes dans cette bataille qui l'a opposée à l'Alliance des États du Sahel, qui ont décidé de claquer la porte. Et maintenant, on se demande maintenant la teneur ou l'importance que vont accorder les membres de la CEDEAO aux décisions qui seront prochainement prises. Donc, ça veut dire que la CEDEAO maintenant est en crise profonde. Mais là, peut-être que ce n'est pas notre propos du jour. On y reviendra dans d'autres émissions. Tout ce qu'on voulait dire simplement aujourd'hui, c'était évoquer la situation au Togo. Le Togo qui vient de suspendre des médias français parce que les médias en question ont diffusé des informations liées aux derniers événements. Et là, on pense que c'est une façon, une dérive dictatoriale qui ne dit pas son nom. On verra comment la situation va évoluer, on y reviendra certainement. Mais pour l'instant, justement, on déplore cette décision de s'en prendre aux journalistes, alors que peut-être il faudrait engager un dialogue franc avec l'opposition interne, faire des réformes politiques qui s'imposent dans le pays afin que chacun se sente libre dans le pays et ait les droits de faire de la politique, les droits de circuler et puis prendre justement des mesures qui s'imposent pour améliorer la vie des citoyens. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.